Alors, racontez-moi s'il vous plaît un peu l'histoire de cette commune qui a été déplacée par Banro. Comment ça s'est passé? Ont été déportés où? Comment est la situation maintenant? Euh, Merci beaucoup. Euh, la société Banro, c'est une société de droit canadienne qui est venue s'implanter dans la communauté de Luinja. Luinja, c'est dans le territoire de Mwenga, c'est à 68 km de la ville de Bukavu. Ils ont commencé d'abord avec la société qu'on appelle Sakima, société aurifère du Kivu et du Maniema, qui a commencé l'exploration, mais dont l'exploration s'est arrêtée en 1998. En 1998, il y a eu la guerre et Banro n'a commencé que les activités d'exploration en 2003 et l'exploration a duré jusqu'en 2008. À partir de 2008, Banro a commencé la phase de faisabilité et pendant la phase de faisabilité, il fallait faire les activités de construction de l'usine. Et quand l'usine s'est achevée, ils ont commencé la production en 2010. Euh, Pendant la construction de l'usine, il était question de déplacer les ex-créseurs parce que la plupart de notre communauté vivait de l'exploitation artisanale dans sur une colline qu'on appelle Mbwega, mais que Banro a nommé Twangiza. Et c'est là même où ils ont construit l'usine. Alors, euh, ils ont déplacé d'abord plus de 450 familles. Et la façon dont les gens ont été déplacés, selon nous, comme membres de la communauté, ça n'a pas respecté les principes ou les conventions internationales, mais aussi ça n'a pas respecté les lois de la République démocratique du Congo en ce qui est de déplacement de toute une communauté. Bon, je veux parler comment. Ce déplacement, nous avions compris ça comme c'était ce qui était à la base du vrai problème. Parce que chez nous, la richesse d'un citoyen, la richesse d'un habitant, c'est sur ses enfants, c'est sa femme, c'est sur ses bétails, c'est ses chats, ainsi de suite. Mais Banro, lui, il a construit des petites maisons d'une dimension de plus ou moins 20 à 25 mètres carrés, ce qui est au moins une chambre et un petit salon. Pourtant, la famille qui a été déplacée avait soit euh, une maison de 6 chambres, 4 chambres, avec aussi des maisons en annexe, ça peut être des maisons en paille, mais c'est ça les maisons de la famille. Mais Banro lui avait déplacé, alors quand il déplace quelqu'un, il lui donne une maison avec un petit salon et une petite chambre. Alors, le papa, il se pose une question. Est-ce que c'est moi qui va occuper cette maison avec ma femme et où seront mes enfants? Et c'est pour cette raison, quand vous aviez visité les maisons, les petites maisons là que Banro avait construites pour les gens, vous aviez trouvé que les gens ont commencé à construire quelque chose archaïque à côté de ça, ce qui n'est pas aussi une bonne chose. Alors, ça fait que c'était d'abord une frustration en général. Et nous, comme communauté, nous avions compris que Banro n'a pas respecté les principes de compensation. La façon dont ils ont compassé les gens, et, je peux dire qu'ils ont compassé les gens vraiment au prix du chien, parce que tous ces gens qui ont été compassés, déplacés, délocalisés et relocalisés, ils mènent une vie extrêmement difficile. Vous aviez vu que les maisons que Banro a construites sont des maisons déjà fissurées. Euh, les gens ont abandonné ces maisons. Ils sont allés trouver une vie ailleurs parce qu'ils ont amené les gens sur une colline qui est à 3000, à 3000 degrés. Euh, c'est quelque chose de insupportable pour les êtres humains, surtout nous qui habitons ici au Congo. Ils ont promis de donner les terres de remplacement aux communautés, ce qui n'a pas été fait.
ils ont promis de prendre en priorité ces membres de cette communauté qui étaient victimes et directement affectés par les activités de la mine. Ils ont promis qu'ils vont les prendre en charge pour ce qui est des études de leurs enfants, mais aussi ils devaient les prendre en charge pendant 3 ans avec le salaire minimum de survie, mais aussi avec l'approvisionnement de nourriture, en attendant qu'ils vont commencer maintenant à s'habituer là où ils sont allés. Tout ça n'a pas été fait. Ils ont promis aussi de donner les terrains de basketball, les terrains de football, construire des églises, des écoles. Vous-même, vous aviez été sur terrain, les centres de santé. On ne peut pas déplacer toute une communauté et oublier de mettre les infrastructures sanitaires. Je vous dis franchement, vous aviez visité les lieux, vous aviez vu que cette population n'a même pas de l'eau potable. Alors, quand il n'y a même pas de l'eau potable, c'est déjà une situation catastrophique. Le taux de Kwashirkor a remonté parce que cette catégorie déjà a été complètement abandonnée. Pourtant, Banro a amené des expatriés. Ils ont amené les gens qui sont venus par ici, par là au Congo, mais qui touchent un peu d'argent. Mais la communauté locale ne touche plus rien. Alors, le prix de la nourriture a remonté. Donc, les gens de Banro, ils peuvent payer la nourriture. Mais un citoyen au niveau local, lui, n'est pas en mesure de se payer la nourriture. Ce qui a fait qu'il y a une situation catastrophique dans ces milieux. D'où aujourd'hui, la conception et l'idée de gens est que l'exploitation artisanale a un impact sur la vie socio-économique de la population que l'exploitation industrielle. Et nous, comme on vous a dit la fois passée, nous, comme communauté de Luinja, nous sommes très floués par la présence des Banro. Nous sommes très très floués. Nous sommes au point où on doit se battre pour qu'on puisse recouvrir nos droits dans toute légalité, parce que la Constitution de la République démocratique du Congo et les lois garantissent au peuple de pouvoir revendiquer ses droits dans le respect de la loi. Et vous avez quel droit envers Banco? Je veux dire, il y a une loi qui réglemente qu'est-ce qui se passe quand une mine prend des terres et déplace des communautés. Il y a là une législation claire et éprouvée. Oui, le législateur, il a prévu que lorsqu'une société multinationale ou nationale ou internationale s'implante pour les activités soit de recherche ou pour les activités d'exploitation, ils doivent comprendre que d'abord, ça c'est le code minier, que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Mais toutefois, la population a ses pleins droits de jouir de ces opportunités-là. C'est ce qu'on appelle ius solis en latin. Ça veut dire le droit d'appartenance au sol. Parce que nous n'avons rien payé à Dieu d'avoir été nés sur ces collines aussi riches, parce que qui regorgent de gigantesques potentialités, mais qui est une manne qui émane de Dieu, mais dont nous sommes maintenant victimes. Pourtant, cette manne-là devrait être notre richesse et devrait privilégier cette communauté. Non, mais ce que je demande en fait, est-ce que, suivant la loi, Banro a bien fait ou Banro a rompu des lois? Et s'il a rompu des lois, quelles lois? D'abord, Banro n'a pas respecté la loi sur la réglementation des entreprises qui font l'exploitation minière, notamment les codes miniers. Nous, quand on fait des revendications auprès de Banro, et nos revendications sont cadrées en 8 points. Et c'est un droit aliénable pour toute une communauté. C'est d'abord à leur implantation
ils doivent prendre en compte les revendications et les desiderata de la communauté parce qu'ils sont venus ravir une concession qui était le poumon économique de cette communauté. En principe, ça devrait être le principe de gagnant-gagnant. En deuxième chose, ils devaient trouver d'autres alternatives qu'il fallait faire sous forme d'une compensation pour ne pas sacrifier une communauté et privilégier leurs activités. Alors, ils n'ont pas respecté d'abord la loi, le code minier, mais aussi Banro à son installation. Il nous a dit que nous lui avons demandé est-ce que vous aviez un contrat ou vous aviez un décret ou un arrêté signé par le chef de l'État ou le ministre vous autorisant d'exploiter. Banro nous ont dit non, écoutez, nous sommes régis par une convention à l'amiable qu'ils ont intitulé un arrangement à l'amiable. Nous les avons dit ok, montrez-nous cet arrangement que vous aviez, comme ça nous on va regarder qu'est-ce que l'État congolais a prévu qui revient à Banro, ce qui revient à l'État congolais, mais ce que l'État réserve aussi pour cette communauté. Je vous jure, on n'a jamais vu cet arrangement à l'amiable jusqu'à présent. Banro n'a pas respecté la loi sur la protection de l'environnement. Ils ont détruit complètement l'environnement jusqu'au point où ils utilisent, ils ont mis ensemble un mécanisme de stockage des eaux. C'est un barrage de déchets, c'est un petit lac, mais le petit lac qui n'est pas d'abord protégé, il y a nos bêtes, il y a les oiseaux, et si vous pouvez voir à travers cette image, vous-même, vous verrez que ça, ce sont des bêtes qui ont allé prendre de l'eau, de cyanure, et regardez, ça c'est un oiseau, ça c'est une chèvre, et ici, vous allez trouver que ici c'est une vache, et tous ces bêtes sont allées juste manger, boire sur cette eau qui contient le cyanure et le sodium cyclorifique. Ce sont des produits très très toxiques et plus dangereux. Maintenant, quand les bêtes meurent comme ça, c'est-à-dire que les vies humaines ne sont pas épargnées. Et il y a un autre danger, comme il y a une partie de la communauté locale qui a dit que ces eaux sont contaminées du poison. Ils font tout le moyen pour aller puiser sur cette eau. Et à chaque instant, ils utilisent cette eau-là sous forme du poison. Et là, les eaux meurent maintenant. Vous comprendrez aussi qu'avec ces barrages de déchets, Banro n'a pas si creuser une fuite et bétonner cette fuite au niveau des superstructures, mais aussi les accotements. Mais eux, ils ont juste creusé et ils ont commencé déjà à déverser de l'eau là-bas après avoir compacté avec le sable. Ce qui veut dire, ce cyanure-là, ça pénètre déjà la nappe aquifère. Et dès lors que la nappe aquifère est déjà affectée, ça veut dire que les eaux que nous utilisons, les eaux à boire, c'est déjà contaminé. Et là, vous trouvez que le département ou les inspections de l'environnement n'ont pas vraiment des outils et des spécialistes pour aller faire des évaluations réelles et voir combien de fois ces conséquences vont affecter notre collectivité qui est l'Ouinja, mais aussi le Burini, mais aussi Kaziba, parce que la nappe aquifère se trouve à un niveau où ça prend l'eau que tout le monde consomme. Et là, nous avions compris, ils ont aussi creusé beaucoup de fuites et ils utilisent leurs hélicoptères. Vous voyez que notre montagne, notre milieu est très montagneux. Alors, quand un hélicoptère circule dans des collines, il y a des bêtes qui fuient ce bruit de l'hélicoptère et directement les bêtes, soit ou les enfants, ils tombent dans les trous et c'est comme ça que nous enregistrons beaucoup de morts
vous aviez vu les types de routes ne sont pas macadamisés, même au niveau de leur industrie. La fumée de leur industrie se dégage vers la colline de Chingira. Pourtant, il y a une communauté qui est déplacée en dessous des collines ici, qu'on appelle Chingira. Et ici, il y a aussi l'usine. Donc, cette communauté respire les fumées de l'usine du matin au soir, ce qui constitue aussi un autre danger pour cette population-là. Il y a une poussière que vous aviez vue qui n'est pas canalisée jusqu'à présent. Donc, il y a des ondes qui sont nauséabondes jusqu'à ce qu'à chaque matin, vous sentez qu'il y a une odeur terrible et les gens n'arrivent plus à respirer. Et c'est comme ça qu'il y a même des cas de maladie. Vous trouvez qu'il y a les enfants qui commencent déjà à naître avec sous forme d'une malformation. Et nous qui avions un peu étudié et qui avons eu cette possibilité-là de participer dans plusieurs formations en rapport avec les conséquences de ces produits chimiques, on comprend que dans les 10 ans qui arrivent, l'impact qu'on doit enregistrer sera extrêmement très élevé. Et là, nous appelons toujours à l'État congolais d'être très vigilant et voir comment collaborer avec sa population, ne pas abandonner la population parce que pour privilégier les entreprises internationales, sinon notre communauté voit la disparition. C'est un peu intéressant parce que en fait, Banro a fait un contrat avec le gouvernement central de Kinshasa. Mm-hmm. Alors, c'est peut-être pas plutôt votre gouvernement qui vous vend Mm-hmm. pour profiter des impôts, etc., et qui s'en fout de sa population. Ça, c'est une bonne question. À mon humble avis, je ne pense pas que le gouvernement central peut vendre sa population. Mais mon analyse est que si vous trouvez 3 personnes à genoux à l'église, il ne faut jamais croire que ces 3 personnes font la même chose. L'un peut être en train de prier, l'autre est puni, et l'autre soit est dans ses histoires. Alors, cet exemple-là, d'une part, je prends l'État congolais comme celui qui est en train de prier, parce que lui croit que Banro est venu pour faire le développement. Il y a le peuple congolais dont nous, les habitants, qui sommes punis par Banro. Il y a Banro qui fait ses activités. Alors, c'est comme 3 personnes à genoux à l'église. Vous croyez que tous ils font la même chose. Donc, pour un chrétien, il croit que tous ils prient. Mais l'un est puni, l'autre est en train de prier et l'autre fait son histoire. Alors, Banro, parfois ce genre d'entreprises ailleurs, on les appelle les entreprises multinationales, ce sont des entreprises sorcières qui sont quelquefois aussi plus puissantes que des gouvernements ou des pays d'accueil, surtout quand ils trouvent qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi qui peuvent les contraindre à respecter les normes non seulement internationales, mais aussi les lois en vigueur. Moi, j'ai cru que Banro profite avec la faiblesse de l'État congolais, notamment l'absence d'une équipe d'évaluation au sein du gouvernement pour aller faire le suivi et avoir un œil sur ce qui se passe là-bas par rapport à la production en soi. Jusque-là, moi, en tant que membre de la communauté, un citoyen congolais, je ne sais pas Banro produit quelle quantité de l'or. Parce que nous avions conclu un cahier de charges, nous comme communauté, avec Banro, que Banro doit nous verser 1% de la production annuelle pour nous aider à faire notre propre développement. Mais aussi,
Ce cahier de charges existe, ça a été signé depuis octobre 2010. Mais je vous jure que depuis qu'on a signé cet accord, ça fait 4 ans que Banro est en train de produire de l'or. Notre communauté n'a jamais eu les 1%. Il était prévu et il est prévu que Banro devra donner à la communauté $1 par chaque once produit. Mais les $1, Banro produit toujours de l'or du jour au jour, mais on ne voit pas les $1. Il était prévu que Banro nous donnerait les 1% de crédit carbone. Donc, ça, on n'a jamais vu. Nous, l'idée, c'était quoi? On voulait se référer aux institutions internationales comme la Banque africaine de développement pour voir qu'avec ce protocole d'accord qu'on a eu avec Banro, c'est déjà un contrat. Parce que l'État congolais donne cette possibilité, c'est ça ce que le législateur il a fait, il donne cette possibilité à la communauté de conclure un protocole d'accord local avec une société qui vient s'installer chez eux pour la promotion du développement économique, social, sanitaire, scolaire. Et nous, quand on a conclu ce cahier de charges, on a cru qu'il y a maintenant un développement qu'on doit aspirer avec Banro, mais là, c'est une histoire qui n'ont pas su prendre en compte. Et c'est comme ça que vous voyez que l'Ouinja n'est pas développé. Alors, une question un peu peut-être pour être plus anecdotique aussi, pour que ça devienne plus plastique pour le spectateur. Alors, ils ont vendu les terres, je crois, mais pour un prix très bas de $3 par mètre carré ou $1 même. Ouais. Vous m'avez raconté la dernière fois. Et vous avez perdu les temples. En fait, ils ont construit une rue à travers le cimetière, l'ancien cimetière. Vous pouvez peut-être en parler un peu anecdotiquement sur les choses plus tristes qui se sont passées. Je reviens encore un peu derrière. Vous voyez les activités de déplacer la communauté. Comme je vous ai dit, le principe de compensation, d'indemnisation, relocalisation n'a pas bien été respecté. Et là, nous, dans notre coutume, comme citoyens congolais, comme africains, nous sommes aussi liés à nos terres et à nos ancêtres. Dans les principes directeurs qui devaient guider la communauté et la société, parce qu'il y a une compagnie sud-africaine qu'on appelait SRK Consulting, qui est venu mettre en place des principes directeurs après avoir réalisé les études sur l'impact socio-économique et environnemental de l'installation de la mine. Dans ces principes directeurs, il était prévu que lorsqu'on doit délocaliser une population, chaque citoyen est libre de demander qu'on puisse déterrer les corps de ses ancêtres, soit de sa femme, soit de son parent, soit de sa mère, et qu'il a le plein droit de demander qu'on puisse aller enterrer ces os là où on l'a amené. Mais Banro n'a pas fait ça. Au contraire, nous on a vu des machines, les excavateurs, les niveleuses et les chargeurs venir maintenant excaver les tombes pour tracer les routes. Et là, nous avions compris que ça c'est une profanation de tombes. Et ça c'est punissable par la loi et au niveau local, national et international. Dès lors que vous profanez les tombes des ancêtres ou de morts, vous êtes punissable par la loi. Et ça, on insiste que Banro doit réparer ces dégâts qu'ils ont causés auprès de notre communauté parce que nous avions compris que c'est une manière d'humilier notre communauté.
En Alors, plus de ça, dans deux phrases, on doit je, terminer oui, maintenant. je veux terminer en disant ceci. Oui. La présence des banderoles nous a affectés, non seulement qu'ils ne nous ont pas donné de l'emploi, mais aussi ils n'ont pas donné de bourses d'études à notre communauté, parce que nous, on voulait qu'ils puissent prendre certaines personnes au niveau de l'université, mais aussi à la troisième cycle, pourquoi pas au niveau secondaire, pour préparer une génération future, afin que dans les 10 ans qui arrivent, nous soyons capables soit de travailler dans la mine ou s'approprier cette mine. Bandro n'a pas fait ça. Bandro n'a pas construit un hôpital à Luinja, ce qui est très dangereux. Et troisième chose, avec un afflux de ces gens que Bandro a amené, Bandro n'a pas développé les activités agricoles pour nourrir ces agents. Ils sont obligés de chercher auprès de la communauté ou à Bukavu, ce qui a fait que le niveau de vie est devenu très cher à Luinja. En plus de ça, l'arrivée de tous ces gens a développé le VIH chez nous. Maintenant, la population est devenue très appauvrie et les femmes sont obligées de recourir auprès déjà des banderoles pour avoir quelque chose, ce qui a développé plus le VIH, mais aussi le taux de kwashirkor a remonté parce que toutes ces familles qu'on a déplacées, on les a abandonnées, leurs papas n'ont plus d'emploi, les enfants ne vont plus à l'école, ils n'ont plus rien à manger, et ça, c'est... Moi, franchement, quand je m'exprime comme ça, je sais si comme nous sommes floués. Et nous sommes floués, nous sommes abandonnés par l'État congolais. Mais nous continuons à réveiller la conscience de l'État congolais, mais aussi on fait appel aux organisations internationales d'essayer un peu de nous venir en aide. Voilà. Okay. C'est une chose qui m'intéresse personnellement. Vous pensez que Bandro veut en fait finalement presque exterminer la population? Que ça c'est l'idée de... On ne peut pas dire que Bandro veut chercher à exterminer la population, mais il y a plusieurs manières d'exterminer la population. Si vous d'abord, c'est les mettre dans une situation où ils n'ont plus accès à l'eau potable, accès aux soins de santé et accès à la nourriture. C'est déjà une manière d'exterminer la population. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, quand on n'a pas l'emploi, on n'a pas de l'eau. Vous-même, vous ne pouvez pas vivre sans boire de l'eau. Vous ne pouvez pas vivre sans avoir accès à la santé, mais aussi accès aux meilleures infrastructures scolaires et sanitaires. Donc, automatiquement, vous êtes mort quand bien même vous êtes encore vivant. Nous sommes déjà morts avec la présence des Bandro. Il faut nous réanimer. Il faut nous réanimer pour qu'on soit encore vivant. Et si ce n'est pas fait, donc faire quelque chose pour moi, sans moi, c'est qu'on le fait contre moi. Et là, on va faire appel à la communauté de se prendre en charge. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous continuons à négocier nos droits dans toute légalité telle qu'autorisée par notre constitution. Mm-hmm.